Ce programme vous est offert par Illico Cash. Félix Tshisekedi ce mardi à Kananga, objectif, échanger avec la population et s'imprégner de l'évolution de certains projets communautaires de la province du Kasaï central. Face à la crise sécuritaire qui secoue l'est de la RDC et à l'échec diplomatique, la SANCO appelle à un pacte social pour la paix dans les Grands Lacs. En justice, affaire construction des forages et installation des lampadaires, le ministère public a requis les peines de 5 et 20 ans de travaux forcés, respectivement contre François Roubota et Mike Kassinga. L'arrêt de la Cour de cassation est attendu ce 22 janvier 2025. Nouveau journal sur Télé 50, merci de votre fidélité. Dans l'actualité reportée hier pour des raisons météorologiques, le déplacement du chef de l'État de la ville de Kananga est confirmé pour ce mardi. Au Kasaï central, le président de la République vient échanger avec la population et s'imprégner de l'évolution de certains projets communautaires. Nous vous laissons suivre l'ambiance d'avant son arrivée. Les choses dans leur contexte. Le président de la République effectue une tournée, une itinérance dans le pays, dans le seul souci de venir d'abord remercier les compatriotes qui l'ont massivement élu, premièrement. Deuxièmement, le président de la République vient non pas seulement rencontrer et échanger avec les Congolais, mais surtout les écouter. Et évidemment, il y a les messages de remerciement, il y a les messages de travaux en cours, notamment les débuts de l'exécution des 6 engagements. Ensuite, il y a les problèmes locaux que le président de la République rencontre. Et comme partout, et je crois qu'il a bien résumé son idée au cours de son adresse devant le Congrès, lorsqu'il a dit qu'il y a une réforme, une réflexion qui se fera pour les réformes constitutionnelles. On attendra les résultats de cette réforme-là et en ce moment-là, on pourra continuer la démarche suivant l'orientation que le président de la République va donner dans l'objectif de rendre le fonctionnement du pays plus efficace et plus efficient. Et toujours en rapport avec l'arrivée du chef de l'État dans le Kasaï central, Doudou Fwamba, ministre des Finances, a également mobilisé à Mbujimaï. Toutes les rues de la ville sont inondées de ses partisans pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Banderole, écharpe, calico à l'effigie du chef de l'État. La population a assiégé le siège de la fondation qui porte son nom. Les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Turquie sont au beau fixe, ce qui justifie l'audience accordée par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Azizamounana, à l'ambassadeur turc. Les deux parties ont tablé sur la situation humanitaire et sociale dans plusieurs domaines. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Azizamounana, a reçu la visite grandeur nature de l'émissaire de la Turquie à Kinshasa, l'ambassadeur Murat Uluk, venu encourager Nathalie Azizamounana pour ses empreintes marquées dans le social et l'humanitaire en République démocratique du Congo depuis plus de 36 ans, sollicitant par ailleurs la même occasion la visite de la ministre des Affaires sociales en Turquie dans le but de renforcer le partenariat entre Ankara et Kinshasa en mettant sur pied des projets concrets, tangibles et durables. La Turquie est un partenaire, un nouveau partenaire, mais un partenaire fiable de la RDC et entre autres nous désirons accompagner ce beau pays aussi dans ce domaine au niveau de coopération au développement, au niveau d'aide humanitaire. Nous comprenons très bien que les besoins sont énormes tandis que les capacités sont plutôt limitées parce que notre philosophie à ce niveau c'est plutôt canaliser notre assistance sur la base des projets faisables, durables, raisonnables, qui vont aboutir à des œuvres qui vont servir comme les médailles de l'amitié qui existent heureusement entre nos deux pays. Merci beaucoup.
Honorée de cette invitation, Nathalie Aziza Mounana a promis de se rendre incessamment en Turquie afin de rencontrer son homologue turc de la famille et services sociaux. Cette visite intervient après la présence impactante au siège de la Croix-Rouge et sa visite à l'hôpital humanitaire de cette structure. La ministre Nathalie Aziza Mounana ne ménage aucun effort pour accompagner la Croix-Rouge, l'équivalent des Croissants Rouges en Turquie. Dans l'actualité également, la conférence épiscopale nationale du Congo a, dans un communiqué rendu public, appelé à un pacte social pour la paix dans les Grands Lacs. C'est pour mettre fin, d'après les évêques, au conflit entre la RDC et le Rwanda. Les détails dans cet élément. Alors que le monde chrétien s'apprête à célébrer la naissance du prince de la paix, la conférence épiscopale nationale du Congo a saisi l'occasion de la fête de Noël pour adresser un message à la nation et à la communauté internationale. Sous les thèmes « Ma priorité, c'est la paix », les évêques membres de la Sainte Cour ont appelé, dans un message publié lundi, à la signature d'un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Selon un rapport récent de l'Organisation internationale des migrations, 27 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire aiguë, tandis que plus de 5,7 millions sont déplacés à l'intérieur du pays. Le Nord Kivu et l'Ituri, régions les plus touchées par les conflits armés, comptent à elles seules environ 4 millions de déplacés, soit une proportion alarmante de leur population respective. À l'ouest, des conflits intercommunautaires tels que ceux opposant les Lengo et les Mbolé dans la Chopo continuent de s'aimer désolation et chaos. Face à cette situation dramatique, la Sainte Cour a exhorté toutes les parties prenantes, nationales et internationales, à prioriser la paix. Notre priorité ne peut être que l'engagement collectif pour une paix durable et pour le bien vivre ensemble, ont déclaré les évêques dans leur message. Ils proposent la mise en place d'un pacte social basé sur la justice, la réconciliation et la solidarité. Ce pacte, soutenu par l'Église du Christ au Congo, sera coordonné par un secrétariat technique chargé d'identifier les acteurs et structures aptes à contribuer à cet effort. L'objectif est de mobiliser des idées et des actions concrètes pour instaurer une dynamique de paix non seulement en RDC, mais également dans l'ensemble des pays des Grands Lacs. La SANCO invite également la communauté internationale à jouer un rôle plus actif en soutenant les initiatives locales et en veillant à ce que toutes les voix de la région soient entendues équitablement. Que cet appel trouve un écho dans le cœur et les esprits de ceux qui ont le pouvoir de transformer ce vœu de paix en une réalité de coexistence pacifique, ont imploré les évêques. Conscients des défis, les évêques ont néanmoins exprimé leur détermination à travailler pour la paix. Ils se sont inspirés du message du pape François pour la 58e journée mondiale de la paix qui appelle à la miséricorde et à la fraternité comme socle de la réconciliation. La SANCO a conclu son message en implorant l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Paix, pour un avènement de la paix en République démocratique du Congo et dans les pays des Grands Lacs. Nous sommes appelés à être des artisans de paix, ont-ils rappelé en invitant chaque Congolais à répondre à cet appel pressant. Je le disais dans les titres, le ministère public a requis les peines de 5 et 20 ans de travaux forcés, respectivement, contre François Robota et Mike Kassinga. La Cour de cassation va rendre son arrêt le 22 janvier 2025 dans l'affaire mettant en cause l'ancien ministre d'État en charge du développement rural, François Robota, et l'entrepreneur Mike Kassinga dans le dossier de construction de forages et installation de lampadaires. Il s'agit du réquisitoire du ministère public prononcé lors des plaidoiries à l'encontre de l'homme d'affaires Mike Kassinga et de l'ex-ministre du Développement rural François Robota. Au cœur de cette affaire, un détournement présumé de près de 47 millions de dollars destiné à des infrastructures hydrauliques essentielles. Mike Kassinga, représentant du consortium CVR Construct, Cameroun SARL et Sotrad Water, fait face à la plus lourde accusation. Le ministère public a requis à son encontre 20 ans de travaux forcés pour avoir prétendument détourné plus de 46 millions de dollars sur les 71 816 829 dollars alloués à un projet d'installation de 241 forages et stations mobiles de traitement d'eau à travers le pays. Son co-accusé, François Robota, est poursuivi pour complicité dans cette affaire. Le parquet a requis contre lui une peine de 5 ans de travaux forcés
l'accusant d'avoir facilité le détournement en autorisant le paiement intégral du contrat à Mike Kassenga en violation des termes contractuels qui prévoyaient un préfinancement des travaux par l'entrepreneur. Les deux prévenus risquent également des peines complémentaires significatives, incluant l'interdiction du droit de vote, d'accès aux fonctions publiques pendant 10 ans pour Kassenga et 5 ans pour Robota, ainsi que la privation du droit à la libération conditionnelle. Nicolas Kazadi, ex-ministre des Finances, du reste disculpé par la justice dans cette affaire, avait comparu comme renseignant avec lui le ministre du Développement rural ainsi que le représentant de l'Inspection générale des finances. Le verdict est donc attendu le 22 janvier prochain. Autre chose, dans une atmosphère empreinte de rigueur et des débats constructifs, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a procédé lundi à l'adoption sous réserve du projet d'édit portant reddition de comptes pour l'exercice budgétaire 2023. Cette décision intervient après un examen scrupuleux du rapport présenté. Cette décision intervient après un examen scrupuleux du rapport présenté par la Commission Économie et Finances. Excellent, Lévi Mbouta, 38 députés sur les 47 membres que compte actuellement la Chambre provinciale ont participé au vote. Parmi eux, 3 se sont abstenus, tandis qu'aucune voix contraire ne s'est manifestée. Ce consensus apparent souligne l'importance accordée à la transparence dans la gestion des finances publiques provinciales. Cependant, l'adoption de ces projets demeure conditionnée à la résolution des irrégularités relevées dans les rapports. Ces dernières concernent entre autres des anomalies dans la gestion budgétaire de l'exercice 2023. Une situation qui a suscité des questionnements au sein des élus provinciaux souciés d'assurer une reddition des comptes conformes aux principes de bonne gouvernance. Le projet d'édit avait été soumis à l'examen des députés samedi dernier par la ministre provinciale des Finances et Économie. Lors de sa présentation, elle avait mis en lumière les principaux générateurs de recettes pour la ville de Kinshasa, notamment la patente, l'impôt sur les véhicules ainsi que les droits liés à la circulation routière. Elle avait également pointé du doigt l'insuffisance des mécanismes de perception tels que les notes de perception recommandées à l'hôtel des monnaies qui ont entravé l'optimisation des recettes. Présentation, examen et adoption du rapport de la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire sur le projet d'édit portant reddition des comptes du budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2023. Cette adoption sous réserve s'inscrit dans un contexte où la transparence financière est au cœur des préoccupations des autorités provinciales. Il convient de rappeler que le projet d'édit budgétaire 2025 avait été déposé en novembre dernier auprès du rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ce calendrier chargé témoigne de l'engagement des élus à renforcer la gestion des finances publiques et à répondre aux attentes des Kinois. La ville province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est devenue une ville qui ne dort jamais quand il pleut. En dehors des inondations, dans presque tout le coin et recoin de la capitale, s'ajoute l'intensification des actions des bandits urbains, communément appelés Kuluna. Comment cela se passe-t-il? Plus de détails dans ce récit signé Benjamin Moudiata. Lorsqu'il pleut sur la ville-province de Kinshasa, le banditisme urbain, connu sous les noms de phénomène Kuluna, prend une nouvelle ampleur, souvent sous l'œil impuissant de la police. Des quartiers les plus reculés jusqu'aux grandes artères et même au centre-ville. Les Kuluna profitent de l'obscurité, du chaos et de l'isolement provoqué par la pluie pour intensifier leurs actes de délinquance. Des images surréalistes où la population terrifiée préfère se confiner chez elle, évitant de sortir de peur d'être attaquée. Les délinquants profitent de la pluie pour agir en toute impunité là où les témoins sont rares et les autorités quasi absentes. Face à cette insécurité, les habitants se retrouvent impuissants et abandonnés à leur sort. Des biens comme les sacs, le bijoux sont arrachés, tandis que les victimes, souvent sans défense, n'ont d'autre choix que de subir les attaques, au-delà des filmés et d'envoyer sur la toile, question d'alerter les autorités et l'opinion. Les forces de l'ordre, limitées en effectifs et en moyens, peinent à intervenir dans ces conditions difficiles. Pour les Kuluna, c'est une occasion en or. Pas plus tard que dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 décembre 2024, ces mêmes faits s'y sont produits le long du boulevard Lumumba, entre Massina et Njili, dans les districts de la Tchangou, ainsi qu'à Yolo, dans la commune de Kalamou. Bien que les autorités aient lancé les opérations Ndobo et Zéro Kuluna pour lutter contre ces fléaux,
il devient urgent de renforcer les mesures. Surtout en période de pluie, il serait nécessaire d'intensifier les effectifs de forces de l'ordre en les équipant adéquatement et en les déployant à des carrefours stratégiques et dans des zones reculées. Cela pourrait, dans une certaine mesure, endiguer la recrudescence du phénomène qui perturbe la quiétude de la population. La dynamique pour le développement intégral de Bafouassende a installé la coordination provinciale de la ville de Kinshasa. Ces ressortissants de Bafouassende sont déterminés à travailler main dans la main pour le développement de leur territoire et de leur province, la Chopo. Comme dans leur coutume, il fallait fouetter tous les fils et filles du territoire des Bafouassende présents à cette cérémonie. Une tradition qui démontre qu'ils sont prêts à défendre leur territoire et ne craint aucun danger. Réunis dans cette grande salle du collège Boboto, les fils et filles des Bafouassende vivant à Kinshasa ont pris une décision de se lever comme un seul corps pour le développement de leur territoire et de leur province de la Chopo. La dynamique pour le développement intégral des Bafouassende est née de la volonté collective de promouvoir le progrès et le bien-être de nos communautés des Bafouassende, riches de son histoire, de sa culture et de ses ressources naturelles. Nous saluons le leadership du coordonnateur national, les experts, les partenaires et surtout les membres de la DITIBAF pour leur dévouement inlassable. Ensemble, nous pouvons prouver que l'union, la solidarité et le travail acharné sont les piliers de développement durable. L'union, la solidarité et le travail sont les piliers du développement durable dans cette dynamique. Pour le coordonnateur national, Christian Ombilingo, le territoire des Bafouassende doit devenir le modèle du développement pour la Chopo en particulier et la RDC en général. Cela sera possible si chacun d'eux apporte sa pierre à l'édifice. Grâce à l'unité, à notre persévérance commune, à l'amour qui doit nous caractériser en tant que natifs de Bafouassende et originaires de la province de la Chopo, nous avons foi qu'avec Dieu, nous atteindrons nos objectifs. Situé à 262 km de Kisangani dans la province de la Chopo, grâce à ses ressources naturelles, le territoire des Bafouassende mérite une attention particulière afin de booster son développement. Et du côté du méga regroupement Alliance des acteurs attachés au peuple, le président Laurent Batoumuna annonce sa rentrée politique samedi 28 décembre au centre Nganda sous la coordination du haut représentant du chef de l'État Tony Kankou. Le président Laurent Batoumuna appelle à la mobilisation générale de tous les cadres et militants pour la réussite de cet événement de l'année 2024. En France, dans un contexte de crise politique, l'Élysée a annoncé la composition du gouvernement de François Bayrou. Deux anciens premiers ministres, Elisabeth Borne et Manuel Valls, ont été nommés ministres d'État, de même que Gérald Darmanin. C'est ce lundi à 18h30 précise que François Bayrou a dévoilé à Élysée son gouvernement après une dizaine de jours de tractations avec le président Emmanuel Macron. Un peu plus tôt, le Premier ministre français avait déjà affirmé que la composition de son gouvernement se fera avant la fête de Noël. Si Bruno Retailleau, Jean-Noël Barrot, Sébastien Lecornu, Rachida Dati et Catherine Vautrin ont su conserver leur poste, plusieurs autres acteurs politiques ont signé leur grand retour. C'est le cas des anciens premiers ministres Emmanuel Valls qui devient le nouveau ministre des Outre-mer et Elisabeth Borne qui prend en charge les ministères de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et du numérique. En tant que ministre d'État, en réaction, Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, a réagi sur les réseaux sociaux X juste après l'annonce. Pour lui, ce n'est pas un gouvernement, c'est une provocation. Même son des cloches du côté de l'écologiste Marine Tondelier qui dénonce l'indignité de François Bayrou qui s'est remis entre les mains de l'extrême droite. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, de son côté accuse François Bayrou d'avoir réuni la coalition de l'échec tout en promettant qu'en 2025, plus que jamais, les RN sera là pour défendre et protéger les Français en attendant l'alternance. Optimiste,
François Bayrou a refuté toute influence du RN sur la composition de son gouvernement et reste persuadé que l'action qu'il a définie et son équipe gouvernementale feront en sorte qu'il ne soit pas censuré, comme c'était le cas avec les gouvernements de Michel Barnier. Le nouveau Premier ministre, François Bayrou, est donc confronté à la tâche ardue de proposer un budget susceptible de rallier une majorité parlementaire tout en répondant aux attentes des agences de notation et en apaisant les tensions sociales. La mise en place d'une loi spéciale pour garantir la continuité de la vie nationale est envisagée pour assurer le fonctionnement de l'État en l'absence du budget adopté, illustrant la gravité de la situation actuelle. Le premier conseil des ministres du gouvernement Bayrou se tiendra le 3 janvier 2025. On va prendre le rappel des titres. Félix Tshisekedi Sobardi à Kananga, objectif, échanger avec la population et s'imprégner de l'évolution de certains projets communautaires de la province du Kasaï central. Face à la crise sécuritaire qui secoue l'Est de la RDC et à l'échec diplomatique, la SANCO appelle à un pacte social pour la paix dans les Grands Lacs. En justice, affaire construction des forages et installation des lampadaires, le ministère public a requis les peines de 5 et 20 ans de travaux forcés, respectivement contre François Roubota et Mike Kassenga. L'arrêt de la Cour de cassation est attendu ce 22 janvier 2025. Que disent les journaux parus ce mardi? La revue de presse avec Héritier Ntambo. Comme annoncé, Héritier Ntambo me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour. Merci beaucoup Joël, bonjour. Joyeux Noël et joyeux Noël à nos fidèles téléspectateurs, ceux qui nous suivent des partout. Merci Héritier. Votre premier sujet, réhabilitation du pont Maréchal. Le gouvernement japonais annonce un financement de 15 millions de dollars américains. Eh bien, Joël Selona, c'est ce que rapportent les journaux et sites d'information parus ce mardi à l'exemple des Zoom Echo qui écrit à sa une RDC 15 millions de dollars américains du Japon pour la réhabilitation du pont Maréchal. Selon ces sites d'information, l'annonce a été faite hier lundi par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en République démocratique du Congo. Selon Ogawa Hidetoshi, souligne de son côté à Opinion Info.cd, la réhabilitation du pont et de ses voies d'accès contribuera à améliorer les conditions de vie des habitants de la province du Congo central. Elle facilitera également la circulation des usagers sur cet ouvrage stratégique essentiel pour le transport vers les ports des Boma et de Banana. Pour Congo Média, Joël Selena, l'annonce a été faite lors de la signature d'un accord de coopération lundi à Kinshasa, en présence bien sûr de plusieurs personnalités, dont Thérèse Wadner Kaikwamba, ministre d'État congolaise aux Affaires étrangères, Keiichi Okichu, représentant résident de l'Agence japonaise de coopération internationale, et le vice-premier ministre du plan, Guilain Niembo. Rappelons ici que cet ouvrage, connu sous le nom de pont Président Mobutu, avait été construit dans les années 1980 grâce à la coopération financière du Japon. Alors, votre second sujet, en France, les ministres du gouvernement Bayrou prennent fonction. Et oui, c'est à la veille de Noël que ces gouvernements entrent en fonction, Joël, mais plusieurs médias renseignent que le Parti socialiste n'exclut plus de les censurer rapidement au nom d'une trop grande dépendance au bon vouloir de l'extrême droite. À ces sujets, les sites d'information Challenge écrit « Les ministres prennent leurs fonctions, le PS hausse le temps ». Selon ce média, les oppositions se sont montrées très sévères avec
avec le nouveau gouvernement, accusant notamment le Premier ministre de recycler des personnalités qui avaient auparavant échoué selon ce site d'information d'un média à un autre. Puis j'en termine là-dessus. France Info titre de son côté, c'est un échec. Comment le nouveau gouvernement de François Bayrou s'est à nouveau placé dans les griffes du RN. À en croire le rédacteur de cet article de presse, les noms des ministres ont été dévoilés lundi, comme je l'ai dit tantôt, sans la participation de la gauche, mais avec le renfort de quelques poids lourds macronistes et d'anciens ministres de François Hollande. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce mardi. Joël Isselona, que j'avais tendance d'appeler Bedrin Keng. Héritier Tamba, je te remercie pour cette sélection. Merci beaucoup. Et c'est par ici que se referme complètement cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi, Madame, Messieurs. Votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.